Bonsoir, merci d'être avec nous ce soir. Je suis Stéphane Schex, la directrice du Cœur des Sciences. Alors, merci beaucoup. Vous avez été plus de 140 à vous être inscrits ce soir. On est très contents. On voit donc que le sujet vous intéresse. Ce printemps, vous avez été aussi très, très nombreux à assister à nos conférences, le cycle sur les relations Canada-États-Unis. On a vu que ça en inquiétait beaucoup et donc nos conférences ont peut-être aidé à apaiser un petit peu cette inquiétude. Et avec cette situation politique toujours inquiétante, le sujet de la souveraineté numérique est revenu à plusieurs reprises dans les médias généralistes. Donc, on a voulu inviter Madame Rioux pour vous expliquer un petit peu dans quelle mesure on était vulnérable et puis quelles étaient les pistes politiques, juridiques possibles pour être moins fragile. Madame Rioux, sa spécialité, c'est notamment sur la découvrabilité culturelle. Donc, elle va davantage mettre l'accent sur ce sujet, mais sentez-vous libre après, pendant la période de questions, d'aborder d'autres sujets. Si sa spécialité le lui permet, elle vous répondra. Sinon, on trouvera d'autres moyens de répondre à vos questions. Avant de laisser la parole à Madame Rioux, je voudrais évidemment remercier notre partenaire, le ministère de l'Économie, de l'Innovation et de l'Énergie, qui nous soutient depuis longtemps dans toute notre programmation. Et évidemment, je souligne le merveilleux travail de l'équipe du Cœur des Sciences, toujours fidèle au poste. Donc ce soir, nous avons le plaisir de recevoir Michèle Rioux. Elle est professeure titulaire au département de sciences politiques de l'UQAM. Elle a été directrice du Centre d'études sur l'intégration et la mondialisation jusqu'en 2023. Elle est fondatrice et directrice du LATIS, le laboratoire d'analyse des transformations des industries culturelles à l'ère du commerce électronique. Donc, elle va vous dresser un portrait de la souveraineté numérique. Et voilà, je lui laisse la parole. Bonne conférence. Alors, bonjour tout le monde. Vraiment, ça me fait plaisir d'être devant vous. Ça fait longtemps que j'ai donné une conférence. Je vous le dis tout de suite, c'est un vaste sujet, la souveraineté numérique. Je vais l'aborder très largement au départ, mais en même temps, étant donné que depuis 2017, même 2015, je travaille sur la gouvernance de l'Internet en même temps que la gouvernance culturelle et de la gouvernance du commerce. Donc, je vais essayer de croiser mes réflexions. Puis je vais essayer de vous montrer comment ces trois grands sujets se rencontrent pour devenir une espèce de, je dirais, peut-être pas un cocktail Molotov, mais en tout cas, c'est assez explosif lorsqu'on mélange la gouvernance d'Internet, la gouvernance du commerce et la gouvernance de la culture. Je dois dire avant de commencer que je ne suis pas toute seule dans cette aventure-là. Hein. J'ai été directrice du CIM. On a une équipe d'experts sur le commerce, sur l'intégration régionale, notamment avec tout ce qui se passe avec la renégociation de l'accord Canada-États-Unis-Mexique et la renégociation, donc la renégociation actuelle, mais aussi la renégociation il y a quelques années. On a eu du pain sur la planche, comme on dit. Donc, je veux les remercier parce que sans cette équipe-là, moi, je n'aurais rien à dire aujourd'hui, quasiment. Donc, il y a quelques années, on a travaillé aussi avec d'autres chercheurs parce qu'au Québec, je ne sais pas si vous vous êtes rendu compte, mais on est devenu un pôle sur la découvrabilité. Donc, on en parle beaucoup. Et je ne suis pas la seule. Donc, je voudrais remercier aussi les apports de Destiny Chouali, qui est maintenant en communication à l'UQAM. Mais aussi des gens comme Catalina Brisseno. Je ne sais pas si elle est là aujourd'hui. Elle est à l'UQAM aussi. Elle est en train de créer d'ailleurs un micro-programme en découvrabilité. Donc, quand je vous dis, donc, il y a une communauté de chercheurs, il y a un pôle, je dirais, stratégique, et on a même, avec la mission Québec-France qui a été mise en place il y a quelques années, fait des ponts avec la francophonie, avec la France. Et donc, il y a quelque chose qui s'est structuré, non seulement au niveau de la recherche, mais aussi avec un agenda politique et aussi avec un agenda, je dirais, d'agilité des praticiens, des acteurs des milieux. Alors, je pense que pour ma petite introduction, j'ai pas mal fait le tour, donc on va y aller comme ça, tout simplement. Alors, c'est quoi la souveraineté numérique? Alors, j'ai trouvé une définition qui m'a plu beaucoup. Donc, c'est la capacité des États, des organisations et parfois des individus à exercer un contrôle sur leur propre infrastructure numérique, leurs données et leurs écosystèmes technologiques. Donc, c'est assez large. Et on voit là que dans cette définition, on ne parle pas simplement de la souveraineté
des États-nations, des nations, du Québec, du Canada, etc. Mais on parle aussi des organisations et des individus. Oui. Donc, je pense que c'est je dirais une définition qui amène à avoir une co-responsabilité, comme je le disais, mais aussi une co-responsabilité non seulement dans le devoir et les obligations, mais aussi dans les problématiques qui sont soulevées. Oui. Et je devrais dire d'entrée de jeu que la souveraineté du numérique dans le monde, dans la mondialisation actuellement, c'est la souveraineté des entreprises. Ce sont elles qui sont les plus souveraines. Et vous allez voir, donc, on va voir comment les États essaient d'exercer plus d'autorité depuis quelques années. Je vais essayer de voir ça avec vous un peu rapidement parce qu'on ne peut pas aller dans tous les détails de cette histoire-là, mais c'est quand même intéressant. Donc, la souveraineté numérique devient de plus en plus importante, selon moi, dans le contexte de la mondialisation. Et là, on pourrait dire, mais la mondialisation, c'est terminé. Pour certains, c'est terminé, mais la mondialisation est encore là. Les flux transfrontaliers, les flux financiers, tout ça, ça continue à rouler, même pour la Chine, même pour la Russie. Oui? Donc, je pense qu'il faut faire attention. Des fois, on pourrait parler, on peut en discuter plus tard de la démondialisation, hein, parce qu'effectivement, il y a comme un retour des nationalismes. On est en train de tomber dans une dérive du mercantilisme. Donc, je pense que c'est cette souveraineté numérique, elle devient de plus en plus importante à cause de cette mondialisation qu'on veut maîtriser, mais qu'on ne sait pas encore maîtriser. À cause de l'informatique du cloud, ben oui, tout est sur l'Internet, tout voyage. Ces données-là, ils sont logés à quelque part. On se demande qui gère ça. Donc, la question des données sur le cloud est importante. Les flux de données transfrontalières, je l'ai dit, bon, les questions des entreprises financières, bon, la question des chaînes de valeur mondiale. Donc, il y a un paquet d'informations, des flux de données transfrontalières qui sont très importantes dans la mondialisation. Et de plus en plus importante, cette souveraineté, parce que justement, le grand problème qu'on a actuellement, c'est la domination des entreprises technologiques puissantes comme les GAFAM. D'ailleurs, l'autre fois, je me suis amusée à transformer l'acronyme, puis j'ai trouvé MAGAF, hein, donc Make America Great Forever. Parce que dans le fond, c'est ça un peu que Donald Trump veut faire, c'est-à-dire utiliser la technologie et le edge, l'innovation, la compétitivité du futur, hein, pour damer le pion à la Chine, à l'Asie, etc. Ouais. Mais ça veut dire quoi aussi? C'est qu'il y a une concentration économique incroyable. Quand je parlais donc de ces entreprises qui sont souveraines, bien, c'est parce que ça veut dire quoi la souveraineté? Bien, ça veut dire l'autonomie, ça veut dire l'autorité. Oui, donc un pouvoir donc, de ces entreprises. Et je pense que la souveraineté numérique des États et des individus comme vous et des organisations ou des schèmes d'intégration régionale comme l'Europe, l'Union européenne, bon, on essaie justement de renverser un petit peu cette manœuvre. Alors, qui régule le numérique? Parce que quand on parle de souveraineté et d'autorité, bien, il faut être capable de voir qui prend les décisions et comment on prend les décisions. Moi, avant de travailler sur la culture Internet et commerce, j'ai travaillé beaucoup sur la gouvernance d'Internet parce que j'ai travaillé sur la déstructuration des entreprises de télécommunications dans les années 90, puis le fameux superhighway de Al Gore et puis de Bill Clinton, hein, avec ce grand rêve d'un Internet ouvert, neutre et qui allait lier cette grande société transnationale. C'est un beau rêve, oui. On est loin de ça aujourd'hui avec les plateformes, etc., puis l'accaparement, la concentration économique. Mais déjà là, on en avait des problèmes. Mais sur quoi je voudrais insister, c'est que avant que le numérique entre avec l'Internet et transforme un paquet d'industries dans les années 90 jusqu'à maintenant, on avait peut-être un ministère ou deux qui s'occupait de ces affaires-là au Canada, puis après ça, il y avait l'organisation, l'Union internationale des télécommunications qui s'occupait des réseaux de télécommunications analogiques, comme on connaissait avant. Puis quand on a commencé à réguler l'Internet, bien, la proposition des États-Unis, c'était de dire on n'en veut pas des États dans cette affaire-là. On ne veut pas des États dans le numérique. On veut l'innovation, déjà, on veut la compétitivité. Donc, on va libéraliser le commerce. Donc, l'Internet, on ne va pas le réguler. Puis encore plus que ça, on va essayer de libéraliser avec les accords de commerce
tout ce qui est les flux de données, etc., et le commerce électronique. Donc, on n'en veut pas des États dans ce domaine-là. Donc, quand on parle de la régulation du numérique, eh bien, voici un peu comment ça s'organise. On a un modèle qui est multi-parties prenantes. En anglais, on dit multi-stakeholderism. C'est-à-dire, c'est un paquet d'organisations internationales qui veulent mettre leurs pieds là-dedans. Il y a l'ONU, etc. Bon. Après ça, il y a les plateformes qui, comme je l'ai dit, ont beaucoup d'autorité sur le code, sur comment ça se structure, les réseaux, etc. Après ça, il y a les Regional Internet Registries. Ça, c'est les questions des noms de domaine et tout ça, puis les annuaires téléphoniques de l'Internet, si on veut. Il y a l'ICANN, the Internet Corporation of Assigned Name and Numbers. Peut-être qui connaît ça ici? Pas pire, en général, mais à chaque année, je le demande, puis des fois, il y a 0, là, il y en a 4, 5. Bon, je ne reviendrai pas là-dessus parce que c'est une autre histoire, mais il faut voir que l'ICANN elle a été formée pour justement éviter le contrôle des États. Elle n'a pas vraiment réussi parce que, pour faire une histoire courte, il y a eu le scandale de Snowden à un moment donné, puis il y a un paquet d'États qui ont dit hey, « là, ça va faire, là, parce que c'est pas vrai qu'il y en a, qu'il n'y a pas un problème avec la régulation d'Internet. » Donc, ils ont ramené les États à l'ICANN. Donc, et l'IETF, et le W3C, c'est des organisations qui sont très techniques. Donc, fait grosso modo, il y avait une gouvernance d'Internet qui se faisait beaucoup à l'extérieur des organisations internationales et des États, et surtout sur le plan technique. C'est le Internet Society, donc la société de l'Internet, l'Internet citoyen. Donc, c'est comme ça que ça s'est déroulé. Et on peut dire que jusqu'à maintenant, ça fonctionne bien, mais on va voir que ça a beaucoup changé. Donc maintenant, on a vu qui contrôle, qui régule l'Internet. Donc, il y a un paquet d'acteurs qui régulent l'Internet et le numérique. Quelles sont les dimensions clés maintenant? Bon, assez rapidement, les infrastructures technologiques, les réseaux de réseaux, Internet, le 5G, les centres de données. Dieu sait comment ça devient important, les centres de données actuellement, puis comment ça va devenir un enjeu stratégique. La gouvernance des données, donc ensuite, à part des infrastructures, il faut voir à qui appartiennent ces données-là. On pourra en reparler, il y avait des questions sur le Cloud Act, là, donc à qui appartiennent les données qui sont partagées sur les plateformes, qui a le droit d'aller, les États-Unis par exemple, demandent un accès extraterritorial à travers leur compagnie pour accéder à des données pour toutes sortes de raisons. La localisation, il y a plusieurs pays qui veulent localiser leurs données chez eux, nationaliser en quelque sorte les données et la gouvernance des données. La protection des données, on en a entendu beaucoup parler avec l'Union européenne. On va peut-être en reparler avec les questions et puis plus tard dans quelques diapositives. Et l'autre dimension clé, c'est la réglementation et la politique. Vous allez le voir avec l'exemple que j'ai choisi, qui est mon domaine d'expertise depuis quelques années, la découvrabilité. C'est là que la réglementation et la politique viennent intervenir. Et on a des lois, des réglementations, des mesures au Canada et au Québec et aussi dans l'Union européenne pour justement venir encadrer donc, le numérique. Et bon, il y a toute la question de la cybersécurité. Là, ça, ce n'est pas mon domaine du tout. J'ai toujours dit que moi, la guerre, ça me faisait peur, donc je me tiens loin de ça. Mais donc, toute la question de la défense nationale, de la résilience, quand même, il y a même un code de sécurité numérique sur le droit de la guerre dans le cyberespace, etc. Donc, c'est quand même un domaine très, très, très important, surtout dans le contexte actuel. Nécessairement, on ne prendra pas ça à la légère, mais je vous le dis, posez-moi pas trop de questions à ce niveau-là parce que vous allez être déçus. Donc, je vous ai parlé tout à l'heure donc, de la souveraineté numérique. Donc, il y avait plusieurs souverainetés, types de souveraineté. Je vous ai parlé de la gouvernance multipartite, qui était très spécifique donc, des années 90, début 2000. Maintenant, on peut dire qu'avec le retour des États et leur quête de souveraineté au niveau du numérique, on peut dire que le modèle de gouvernance multipartite de l'Internet, qui a longtemps été dominant dans la gouvernance internationale et transnationale, est à peu près terminé. Au cours des dernières années, de nombreux pays ont donc affirmé
un contrôle plus souverain sur leurs espaces numériques, comme je l'ai dit tout à l'heure, l'infrastructure, la régulation des plateformes, la localisation des données. Donc, ça conclut un petit peu la première section, c'est-à-dire il y a la fin d'une mondialisation multipartite et avec le retour en force des États. Quels sont les facteurs moteurs? Bien, la montée des tensions géopolitiques. C'est évident que depuis, notamment que la Chine est rentrée à l'OMC, ça fait quelques années de ça, on pensait qu'elle allait se démocratiser, on pensait qu'elle allait rentrer dans ce grand monde universel de l'internationalisme libéral, mais ce n'est pas du tout le cas. Donc, les tensions géoéconomiques viennent alimenter aussi les tensions géopolitiques. Le mercantilisme qui remplace le libéralisme et l'autorégulation, on n'est plus dans ce modèle, même aux États-Unis actuellement. Donc, je l'ai dit tout à l'heure, un autre facteur moteur, c'est la domination des géants technologiques mondiaux, la sécurité économique et l'innovation. De plus en plus, on le voit depuis la pandémie, c'est incroyable comment on s'est rendu compte de la fragilité des chaînes de valeur. Donc, la question de la sécurité économique, le contrôle des chaînes de valeur, la question des matériaux critiques pour les domaines comme par exemple tous les matériaux critiques qui vont dans les semi-conducteurs, ce sont des éléments de sécurité économique pour le futur et aussi des éléments clés de l'innovation. Et notamment, ça vient rebondir sur la question de la montée des tensions géopolitiques pour justement l'accaparement de ces ressources. Et finalement, les préoccupations croissantes liées à la protection et la gouvernance des données et les considérations de politique publique et sécuritaire. J'ai quand même pris le temps de vous donner une citation, en fait, c'est plutôt une contribution de Mauro Santaniello. Je l'ai rencontré il y a plusieurs années en Italie, à Salerno, où il est, une très belle plage d'ailleurs là-bas. Il y a des petits avantages des fois quand on voyage pour des colloques. Et Mauro a commencé dès cette année-là, donc en 2019, à travailler sur la souveraineté numérique justement. Et il vient de sortir un article qui justement décrit les attributes of digital sovereignty. Donc il décrit ça comme quoi? Donc premièrement, l'autorité de l'État contre le pouvoir des entreprises. Et j'aime cette définition-là parce qu'effectivement, c'est un petit peu ça qui se joue présentement dans tous les débats. Les discours autour de la souveraineté numérique, c'est vraiment relié à cette question-là. Mais aussi les questions de droits fondamentaux et de légitimité démocratique. Tout à l'heure, on va parler, j'ai une petite diapositive qui parle de justement un nouveau modèle d'affaires avec l'IA et les médias. Donc, ça peut être intéressant parce que ça bouge. Ce n'est pas nécessairement quelque chose qui fragilise la démocratie ou les droits fondamentaux. Ça peut être aussi quelque chose qui vient de renforcer, mais il y a carrément quelque chose ici qui est lié à la question démocratique. L'autonomie, contrôle et dépendance, ça, c'est une tension qu'on va sentir au Canada, c'est-à-dire dans tout le débat sur la découvrabilité puis la souveraineté, l'affirmation de la souveraineté culturelle numérique du Canada et du Québec. C'est qu'à un moment donné, on veut avoir un désir d'autonomie, on veut contrôler les infrastructures, les données, les logiciels, puis on veut atteindre des objectifs de politique publique, mais en même temps, il y a la réalité de la dépendance. Il y a les chaînes d'approvisionnement mondiales, il y a les logiciels tiers, il y a les fournisseurs de cloud étrangers. Dans le fond, l'autonomie, la dépendance, ça coûte quelque chose. Il faut investir, il faut avoir les capacités d'eux. J'ai travaillé beaucoup avec Kari Polanyi-Leavitt sur son œuvre. Elle avait écrit dans les années 60 un livre qui s'appelle « La capitulation tranquille ». Elle voyait déjà comment le Canada, faute de diversifier son économie, puis faute d'investir dans des politiques nationales, à l'époque, c'était plus la manufacture dont on parlait à cette époque-là, le Canada est en train de faire une capitulation tranquille. Sans savoir, le pouvoir économique allait déstructurer le pouvoir politique juridique au Canada. Elle n'avait pas tort, puis je pense qu'on peut encore parler dans ces termes actuellement. Il parle aussi de la dimension discursive et narrative, parce que c'est sûr qu'il y a différents modèles. La souveraineté numérique, ça ne veut pas dire la même chose au Québec, au Canada qu'aux États-Unis ou en Chine ou en Europe, dans différents pays. Donc, il y a tout un champ de recherche autour de
des discours autour de la souveraineté pour voir un petit peu comment il y a une co-construction. Puis autour de la découvrabilité, je pense qu'au Québec, il y a eu vraiment une belle co-construction qui mène maintenant à des définitions vers lesquelles on a convergé, là, lentement mais sûrement. Et aussi la relation contextuelle et relationnelle, bien, c'est ça, ça dépend fortement du contexte géopolitique, comme je l'ai dit, de l'intégration régionale. Nous, on est dans l'ASEUM. Le Canada ne va pas déménager demain. Donc, il va falloir qu'on compose avec la dépendance sur l'économie, le marché américain et sur les entreprises américaines. Ça ne veut pas dire qu'on ne peut pas dégager des marges de manœuvre, puis qu'on ne peut pas nommer quelque chose souveraineté, mais il faut être conscient que ça va être dans une économie de réseau qui se déploie de façon transnationale et qui entraîne des dépendances, des interdépendances ou des dépendances. Alors, j'ai parlé donc des discours et de l'éco-construction. Eh bien, il y a un modèle, le modèle de l'Union européenne. Je ne sais pas si vous avez suivi un peu ce qui se passe en Europe au niveau de la souveraineté numérique et tous les débats autour de la régulation du numérique, mais il y a un règlement sur la protection des données. Hein? Ça, c'est le premier. Il y a une loi sur le marché numérique, sur les services numériques. Il y a d'autres initiatives qu'on va voir tout à l'heure. Mais en même temps, il faut mentionner que l'Europe, l'Union européenne, l'Europe en général, reste faible en innovation. Ils n'ont pas beaucoup de leaders mondiaux. Il y en a quelques-uns, mais il y a vraiment faible en innovation. Donc, dans la littérature, on voit toujours l'Union européenne ne peut pas innover dans le numérique, donc elle va le réguler. Hein, donc, elle va faire payer les autres. Ce n'est pas faux, mais ce n'est pas vrai non plus. Là, on pourra en discuter tout à l'heure. Les États-Unis, c'est une approche qui est axée sur le marché. C'est sûr, ils sont dominants, le marché. Ça ne veut pas dire que c'est le marché qui domine, parce qu'eux autres aussi en ont des problèmes avec leurs entreprises du numérique. On le voit dans les journaux. Google a eu une défense, une poursuite, là, juste l'été dernier, que ce soit Trump ou Biden. Biden qui voulait réglementer, Tai aussi, qui était la représentante au commerce, voulait réglementer au niveau international, en lien avec le commerce, le numérique. Donc, eux aussi, ils ont une approche un peu, je dirais, méfiante envers les entreprises et l'autorégulation. Mais en même temps, c'est une approche qui est très axée sur le marché. La Chine, c'est une gouvernance numérique étatique et centralisée. Hein, on le voit, la Chine, elle veut faire sa place dans le monde. Hein, donc, c'est à coup de subvention, c'est à coup de programme. Et dans l'innovation, ils vont subventionner pas juste une ou deux entreprises, mais une centaine. Oui. Puis ils vont les soutenir jusqu'au bout. Et le Canada-Québec, donc, pour finir, c'est une approche que je dirais qui est plus équilibrée entre la culture et la régulation, donc une coopération internationale, une recherche d'un équilibre entre des objectifs de politique publique et des régulations. Ça vous donne une idée de combien il y a de l'effervescence dans la souveraineté numérique dans le monde. À tous les données. On a dans le domaine de l'infrastructure, les protections de données, l'économie, l'innovation, culture et découvrabilité, compétences et inclusion, les algorithmes, le suivi et coordination. Je veux dire, là, j'ai mis juste le Canada, l'Union européenne et France. Puis moi, je vais vraiment me focusser là, maintenant sur la culture et la découvrabilité, où là, déjà, il y a beaucoup de choses à dire, où on peut voir les opportunités puis les obstacles, puis tous les débats. Hein, qui sont peut-être pas les mêmes dans toutes les dimensions, mais en tout cas, il y a des choses qui se recoupent là, quand même. Pour conclure, généralement, sur la souveraineté numérique, les défis, c'est la dépendance vis-à-vis des technologies étrangères, la question de trouver un équilibre entre l'innovation et la régulation, la question de la coopération internationale versus le contrôle national, parce que si on va trop dans le contrôle national, on ne peut pas faire de la coopération internationale. Mais en même temps, il faut avoir un effet de masse pour être capable de réguler des entreprises comme les entreprises du numérique. La vitesse du changement technologique. Alors, si vous pensez qu'on n'a rien vu, on n'a rien vu de ce qui va se passer. On n'a vraiment rien vu. Ça fait vraiment peur de la manière dont
ça s'accélère au niveau international, au niveau du numérique, avec toute la question de l'intelligence artificielle. Et je pense que dans les 10 prochaines années, jusque dans les années, je dirais même 2035, le monde va changer. On pense que le monde a changé. Moi, je regarde le monde avant, dans les années 90, puis jusqu'à maintenant, ça a changé complètement. Mais je pense que... Et ça joue un rôle parce que quand on va parler donc de la découvrabilité, ça fait des années qu'on dit qu'il y a urgence d'agir. Mais là, on est rendu ailleurs. Là. Maintenant, ce n'est plus le streaming, c'est l'intelligence artificielle, c'est la création musicale par des robots. Mais il y a quand même des opportunités, parce qu'il ne faut pas juste être pessimiste dans la vie. Moi, j'ai tendance à être plutôt optimiste parce que j'aime la vie, puis sinon, c'est trop plate quand on est trop pessimiste, n'est-ce pas? Donc, si on voit les opportunités, on peut favoriser quand même les écosystèmes d'innovation locaux. Puis il y a beaucoup d'initiatives au Québec et au Canada à ce niveau-là. Construire des infrastructures résilientes, c'est sûr, si on a des réseaux partout dans les zones rurales, avec le changement climatique, etc., il faut absolument travailler sur l'accessibilité à des infrastructures, d'un océan à l'autre, mais aussi dans les zones rurales, pour être capable d'être sécuritaire et d'être résiliente. La question de renforcer la confiance dans les services numériques. Juste ce matin, je suis allée pour acheter des billets parce que ma fille me dit « il faut que tu achètes des billets. » Là, je suis allée sur l'Internet, puis j'ai cliqué pour acheter mes billets, mais là, je n'étais pas sur le bon site. Là, j'étais sur StubHub. Là, je suis allée sur Centre Bell. Là, Centre Bell, même quand je cliquais sur Centre Bell, je n'arrivais pas sur Centre Bell. Vous avez certainement eu des fraudes. À chaque jour, on nous appelle pour dire qu'il y a une fraude dans les transactions financières, etc. Donc, la question des services numériques et de leur sécurité, la confiance des citoyens et des sociétés, c'est vraiment quelque chose qu'il faut renforcer, mais qu'on fait. Ça devient de plus en plus compliqué avec les différentes tactiques technologiques. Mais en tout cas, ça, c'est certain que c'est une opportunité. Et promouvoir la diversité culturelle et linguistique en ligne, c'est ce dont je vais parler aujourd'hui. Donc, l'étude sur la découvrabilité, c'est intéressant parce que c'est là, comme Stéphane a dit tout à l'heure, que j'avais fondé le laboratoire d'analyse des transformations des industries culturelles à l'ère du commerce électronique. Je dis toujours LATIS, donc des fois j'ai de la difficulté à le dire. Mais dans le fond, c'est un petit peu cette idée donc d'étudier les transformations industrielles. C'est comme ça que ça a commencé. Au début, on ne parlait pas de découvrabilité quand on a créé le centre de recherche sur ces transformations. Ce qui nous intéressait, c'était de voir comment le numérique allait rencontrer donc le monde de la culture et du commerce avec les accords commerciaux. Donc, il y a deux moteurs de mondialisation culturelle qui arrivent, donc l'Internet et le commerce, et donc la culture se voit complètement transformée. Premièrement, qui a encore le câble aujourd'hui chez vous? OK. Qui écoute Netflix? Oh non, ça, je ne le crois pas. Là. Non. Oui. Moi aussi, j'écoute Netflix. Amazon Prime, Apple TV. OK, on est tous dans le streaming, n'est-ce pas? Vous consommez? Non. Bon, on a encore des gens qui résistent. J'avais un jour mon collègue Christian Debloc qui me disait non, moi, je n'aurai jamais de téléphone. Bon, finalement, ils ont fini par l'avoir. Ils vont finir par vous avoir, peut-être. Je sais pas quand, mais... Mais c'est parce que ça devient de plus en plus difficile de fonctionner sans téléphone, puis sans être branché. Tout fonctionne comme ça, donc ça devient très, très difficile de passer à côté. Oui. Donc, les transformations que moi, j'avais mentionnées, c'était la déterritorialisation. Quand Netflix est rentré au Canada, ils n'ont pas demandé la permission au CRTC. Ils ont rentré par la porte de l'Internet, mais il n'y avait pas de régulation qui les empêchait de le faire, donc on ne l'a pas fait. On avait une exemption sur la régulation d'Internet, donc ils sont rentrés par là. Donc, qu'est-ce que ça fait? Ça fait aussi qu'il y a eu décompartimentalisation, ça c'est un mot un peu savant, mais que ça veut dire qu'il y a eu une convergence. Tu sais, les télécoms, les équipements
Tu sais, quand tu achètes un téléphone, est-ce que tu achètes un service ou tu achètes un équipement? Bien, tu achètes les deux. En plus que tu achètes la télé. Oui? Tu achètes la musique. Oui, donc il y a une espèce de convergence, tout traverse par ça. Oui? La délinéarisation. On va parler tantôt des quotas. Oui, des quotas, c'est-à-dire, tu sais, avant, il y avait des quotas il y avait un modèle de financement puis de protection de notre culture, ça passait par des quotas. Donc, il y avait de la radio, l'ancienne radio, pas la radio satellite, là, hein, il y avait des quotas, il fallait mettre de la musique francophone, tu sais, en langue française, etc. Donc, on va parler de ça tout à l'heure, mais c'est sûr que maintenant, quand on écoute la télé, c'est plus comme avant. Sur Netflix, tu choisis quand est-ce, c'est toi qui fais ta programmation. Donc, c'est difficile à réguler. Donc, toute la réglementation avant était fondée sur une programmation. Les quotas sur la programmation. La dématérialisation, bien ça, c'est le gros mot qui dit, ben oui, mais maintenant, avant, tu avais un CD. Quand tu voulais acheter quelque chose, tu allais chez Archambault, qui n'existe plus, n'est-ce pas? Tu allais là. Puis là, tu avais toute la vitrine de la découverte de la musique québécoise, francophone, autochtone, que sais-je. Puis même, bon, les autres, les internationaux. Mais c'était là. C'est comme ça qu'on découvrait de la musique. Mais maintenant, on ne l'achète plus. Même les films, c'était plus... Netflix avait commencé avec les cassettes qu'ils envoyaient par la poste, là, mais très vite, c'était le streaming. Donc, la dématérialisation, c'est qu'il n'y a plus de matière. Donc, ça devient difficile cette dématérialisation, ça rend difficile la réglementation. Et ça permet donc le voyagement transnational, donc de la musique et des films. Ça va pour ça? Oui? Donc, les 5 D de la découvrabilité, bon, c'est quoi le problème de la découvrabilité? Vous, quand vous allez sur Apple, est-ce que vous trouvez des films québécois? Est-ce que vous découvrez des films autochtones ou de la musique? Est-ce que quand vous écoutez Spotify, si vous écoutez Spotify, est-ce que vous pensez, par exemple, que les jeunes découvrent de la musique francophone du Québec sur leur playlist? Bien, je vais vous le dire tout de suite. Nous, on l'a mesuré. Puis, je ne suis pas la seule à l'avoir mesuré. Le CRTC l'a mesuré. Puis, il y en a d'autres qui ont présenté des données au CRTC cette semaine. Oui. Puis, ils l'ont dit qu'il y a un écart entre les deux. Ce n'est pas la même chose. Le streaming, il y a une perte de découvrabilité et de diversité culturelle à ce niveau-là. Donc, comment on fait pour reconstruire ça? Bien, premièrement, il faut que ça soit disponible. Est-ce que nos artistes, ils sont? Est-ce que nos films, notre musique, elles sont sur les plateformes? Bon, premièrement, il faut être présent. Oui. En musique, en général, on est pas mal présent. On est disponible. Parce que la logique des licences mondiales fait en sorte que ça voyage plus facilement. Mais au niveau des films et des séries, ce n'est pas la même chose. Michel, mettez-vous au milieu, on ne vous voit pas. Je me cachais. Vous vous êtes caché dans l'ombre. Donc, la description maintenant. Je vous ai parlé tout à l'heure des métadonnées. Si on est là, mais qu'on est mal référencé, puis que le produit culturel est mal catalogué, et que les plateformes s'en foutent de nos catégories, c'est ça la question. Netflix ne va pas faire une catégorie pour le Québec, pour ceci, pour cela. Bon, peut-être qu'ils vont finir par les convaincre, mais ce n'est pas ça qui les intéresse, eux autres. Eux autres, leur catégorie, c'est blockbuster américain et international, historiquement. Là, ça change un peu, là. Je ne vais pas exagérer, mais quand même. Donc, la question de la standardisation sur le web et la question des métadonnées. Et ça, il y a des acteurs au Québec qui travaillent, Métamusique notamment, qui travaillent sur le développement donc, des métadonnées avec les acteurs, parce que c'est sûr qu'il y a une mise à niveau des artistes, des producteurs, des éditeurs. Il y a des choses à faire à ce niveau-là. La diffusion. Bien, le contenu doit être rendu accessible au public via des canaux. Cela suppose une distribution efficace, une présence multicanale et parfois des politiques de soutien à la diffusion locale. C'est là qu'on parle donc des lois qu'on est en train de discuter au Québec et au Canada, qui s'adressent à la découvrabilité. Et il y a la question de la découverte
la question de la mise en avant des algorithmes. Les algorithmes, ils sont neutres, soi-disant. Ils sont surtout neutres par rapport à certains. Ils ne sont pas toujours neutres, c'est ça. Oui. Mais souvent, les acteurs du numérique vont dire, ben moi, les algorithmes, c'est mon algorithme. Il ne fait pas de discrimination, il n'y a pas de biais dans l'algorithme. Oui. Donc ça, c'est une question qui se pose de plus en plus, et notamment avec la C11 au Canada, pour que la question des algorithmes, les obligations de découvrabilité, de la remontée des produits culturels canadiens. La diversité, bien, c'est le dernier D. Bien, pourquoi on fait tout ça? Je vais en reparler tout à l'heure. C'est que depuis la mondialisation, je me souviens, j'en avais parlé avec Lynn Beauchamp, mais aussi avec Louise Baudouin, qui ont travaillé avec Sheila Copps sur la question de la Convention de 2005 à l'UNESCO, dans les grandes organisations qui s'occupent de la science et de la technologie, etc., et du savoir. Il fallait avoir une convention pour contrer la commercialisation culturelle. Il ne fallait pas traiter, il fallait avoir un instrument pour s'assurer que les États qui le souhaitent puissent traiter la culture comme une marchandise différente. C'est ce qu'on a appelé toute la question des exceptions culturelles. On ne négocie pas au Québec ou au Canada la commercialisation dans la culture. En fait, on le fait, mais on dit toujours que si on intervient, puis on a des financements ou si on a des règles, eh bien, on a le droit de le faire pour assurer quoi? La diversité des expressions culturelles. Ça va avec une protection et aussi une promotion. Donc, on peut dire les enjeux réglementaires et politiques. L'Union européenne, la directive SMA, exige des quotas d'œuvres européennes sur les plateformes et encourage leur visibilité active. Ça ne fonctionne pas exactement comme au Québec et au Canada, mais c'est à peu près l'équivalent. Le Québec, c'est un pionnier du concept. D'ailleurs, c'est Catalina, je pense, la première qui avait parlé de la découvrabilité lors d'un sommet, je crois, qui était en 2015. 2015, au CRTC. On pourra revenir là-dessus. Et donc, c'est un outil de protection du français et de la culture francophone en ligne. C'est intéressant de voir que le Québec affirme son pouvoir souverain de légiférer en matière de découvrabilité, tandis que c'est le Canada, en général, qui a les compétences. Comment ils ont fait? Bien, plutôt que de parler du territoire, ils ont parlé de la langue française, parce que c'est évident que le Québec a toujours affirmé sa compétence dans la question des langues, de la langue française. Au Canada, bien, c'est le projet de loi C11. Juste cette semaine, on est en train, donc elle est adoptée, cette loi-là, mais là, maintenant, on est en train de discuter de comment ça va fonctionner avec les plateformes. Donc, ça impose aux plateformes, donc Netflix, Spotify, YouTube, de mettre de l'avant le contenu canadien, la découvrabilité devenant un principe de régulation. Donc, vous voyez comment, d'une problématique de recherche et puis d'un problème nommé, la découvrabilité devient un socle pour la régulation, pour affirmer une souveraineté culturelle numérique au Canada et au Québec. C'est quand même intéressant de voir qu'on a fait quand même du chemin. Même si on n'est pas encore arrivé, on n'a pas fini, je pense, on pourra discuter. Donc, la loi C11, c'est une définition ici. Donc, l'objectif, c'est d'assurer que les contenus nationaux, ici canadiens, francophones, autochtones, ou issus de la diversité, ne soient pas noyés dans l'algorithme et puissent réellement atteindre le spectateur. Okay? Donc, je pense qu'on a compris le contexte. Donc, je vais aller plus vite parce qu'il ne me reste pas assez de temps. Alors, ici, donc, les grandes catégories, je pense, de la loi, là, si on peut juste les nommer rapidement, c'est l'inclusion des plateformes de diffusion en ligne. Ça, c'est important parce que, comme je l'ai dit tout à l'heure, quand Netflix est rentré ou Spotify, eux autres, ils n'étaient pas réglementés. Mais nos entreprises, elles étaient réglementées. Donc, il y a une asymétrie réglementaire. Et si vous allez voir les consultations actuellement, bien, c'est sûr que les radios analogiques, les vieilles radios, ils veulent être déréglementés. Spotify et le reste ne veulent pas être réglementés. Donc, il y a comme il faut régler cette asymétrie réglementaire. Est-ce qu'on fait entrer les plateformes dans la réglementation ou on libère les anciens joueurs? Deuxièmement, l'obligation de contribuer à la culture canadienne. Avant, on payait les subventions à nos artistes
aux films, etc., qu'on faisait, la musique, avec des subventions qui venaient d'un prélèvement sur les tuyaux, hein, c'est-à-dire d'où ça venait, les câbles, etc. Et d'autres moyens, bien sûr, avec des mesures fiscales et budgétaires. Mais l'obligation de contribuer, c'est une autre asymétrie qui pèse sur nos entreprises et qui ne s'applique pas aux entreprises comme les plateformes. Et bon, le troisième principe, j'en ai déjà parlé, c'est le principe de découvrabilité. Alors concrètement, comment ça, on est en train de discuter quelle forme ça pourrait prendre. Et comme on sait, en droit puis en réglementation, le diable est dans les détails. Hein? Donc, c'est des questions quand même assez complexes. Je ne pense pas qu'on va les vider aujourd'hui. Donc, les débats et critiques, bien, c'est sûr que tout le monde reconnaît que c'est un enjeu de souveraineté culturelle, mais on ne s'entend pas vraiment sur le besoin de la réglementation ou non. Les arguments pour, c'est protéger la diversité culturelle canadienne à l'ère du numérique, et bon, le Québec, etc. Là, j'ai juste mis le Canada, mais là, on parle de la loi C11. Offrir aux artistes locaux une meilleure visibilité, adapter la régulation culturelle aux géants du numérique. Mais les arguments contre, il y en a plusieurs aussi. Les risques d'ingérence dans les algorithmes, perçus comme une forme de censure ou de contrôle. Moi, j'ai même entendu parler de la dictature de la découvrabilité. Hein? Dans une conférence qu'on avait organisée en mars dernier, je trouvais ça quand même assez intéressant. Mais c'est vrai que lorsque j'ai participé au Sénat, au débat là, de la loi la précédente, la C10, il y avait beaucoup de craintes, hein, surtout chez les anglophones, de ben là, on va nous forcer à regarder ceci ou à consommer cela. Donc, quelque chose un peu là, de Big Brother qui s'exprime là. Mais c'est parce qu'ils ne reconnaissent pas le biais qui existe déjà. Ils pensent que les algorithmes sont neutres. Donc, d'où l'importance de démontrer que l'algorithme n'est pas neutre, biaisé par rapport à des produits qui sont dominants, et donc pour justifier la réglementation. Possible impact sur la liberté d'expression des créateurs. Ça, c'est un débat qui est un petit peu vif, là, mais c'est évident que nous, tout le monde peut aller sur... maintenant, il y a des influenceurs. Bon, tout le monde, j'imagine, vous connaissez un petit peu ça avec les TikTok. Bien, l'idée, c'est est-ce qu'on va empêcher les gens de partager des contenus? Je pense que ça, c'est encore en train de se régler, mais il y a toujours cette crainte-là, donc des arguments qui interviennent. Les tensions avec les plateformes étrangères qui contextent ces obligations, bien, premièrement, leur discours, c'est de dire que bien, nous, on en fait déjà assez. Puis, en fait, ça s'est amélioré par rapport à la période précédente. C'est-à-dire que l'Internet a permis le rayonnement de vos artistes et Spotify a dit avant hier qu'il en faisait déjà assez et puis que ça s'est amélioré. Je ne me souviens plus, il y avait des données. Je pense que j'ai même pris une photo. Je crois que c'est la prochaine diapositive. Je vais passer vite sur ça. Après ça, on va tomber dans les débats. Ce que je voulais dire, c'est dans une diapositive plus tard. Je voulais juste dire un mot sur le fait qu'il y a un projet de loi 109, la loi qui affirme la souveraineté culturelle du Québec et dicte la loi sur la découvrabilité des contenus culturels francophones dans l'environnement numérique. Et ce qui est intéressant dans cette loi-là, c'est qu'ils veulent créer un bureau de la découvrabilité. On ne sait pas encore quelle forme ça peut prendre, mais lorsque je parle, et Jean-Robert Bisaillon parle d'une gouvernance collaborative, je pense que ça serait dans ce type d'organisme-là qui pourrait avoir une forme de gouvernance collaborative intéressante à aller voir. Donc, c'est sûr qu'il y a une portée internationale parce qu'on sait très bien que le Québec, sans le Canada, et sans la France, sans l'Union européenne, sans l'UNESCO, sans la francophonie, on ne va pas aller loin avec le principe de régulation de découvrabilité. Il va falloir avoir, si on veut forcer les plateformes et si on veut vraiment avoir une gouvernance, une régulation efficace, parce que la loi, ça ne veut pas dire qu'il va y avoir des mécanismes effectifs de mise en œuvre. Oui? Donc, il va falloir travailler très fort au niveau international pour avoir des méthodes et des pratiques convergentes. Alors, je l'ai déjà dit, je n'ai pas besoin de le répéter, mais il y a un processus qui est en cours de consultation
Puis on peut voir déjà les nouvelles barrières. Même si on estime que la musique québécoise représente seulement 7 des écoutes sur les plateformes numériques, Spotify soutient en faire déjà suffisamment pour mettre de l'avant les contenus francophones auprès de ses abonnés. Alors, il y a vraiment une réticence, il y a vraiment des arguments, même s'il y a juste 7 des écoutes, on affirme qu'on en fait déjà assez. Donc, on n'est même pas dans un discours, un dialogue pour atteindre des cibles. On est vraiment dans un discours qui nie le besoin de régulation. Le CRTC a l'occasion de rendre une décision historique, disent les signataires de cette lettre au lendemain de la fin des audiences. Donc, je tiens à le mentionner, il y a beaucoup d'acteurs, notamment Jérôme Payette, qui ont fait quand même un travail assez extraordinaire. Moi, j'ai travaillé sur la mesure de la découvrabilité, puis moi et mon équipe, on a travaillé 2 ans là-dessus, puis c'était pas évident. On a quand même informé un projet pilote au CRTC avec tout ça, fait qu'on n'a pas rien fait avec ça, mais c'est difficile. Mais eux, ils sont allés chercher quand même, quand je vous parlais de l'écart, ils ont démontré qu'il y avait un écart de 10 Donc, entre ce qui aurait été avant dans la radio et maintenant. Les obstacles, bon, les plateformes, ils veulent la gouvernance privée en tant que pouvoir. Il y a les complexités institutionnelles au-delà des frontières. Ça va être une loi qui va être extraterritoriale. Il va falloir l'appliquer à des plateformes qui sont étrangères. Il va y avoir M. Trump, l'administration Trump, le gouvernement des États-Unis ne va pas laisser faire ça comme ça. Oui. Ils ont déjà dit d'ailleurs. L'importance de la capacité nationale, essayer de maximiser la souveraineté ou le contrôle peut limiter l'ouverture à la compétitivité. Il y en a beaucoup qui disent, mais si on régule trop Internet, mais ça va brimer le développement économique, etc. Les accords de commerce, malgré l'exception culturelle, ne sont pas suffisants. Ça, c'est aussi la problématique. Tout à l'heure, j'en ai parlé. On dit que, par exemple, si l'administration Trump nous dit qu'on n'a pas le droit de faire ça, on peut réclamer le droit en évoquant l'exception culturelle. Mon collègue Gilbert Gagné, il a fait la recension de tous les accords de commerce dans le monde avec l'exception culturelle ou etc., tout ce qui touchait au commerce, à la culture. Et j'ai dit, mais après les 350 pages, j'ai dit, mais Gilbert, qu'est-ce qui en ressort de ça? Elle a dit, mais il n'y a rien qui est clair, Michel. C'est-à-dire qu'il y en a beaucoup. On en met les clauses pour se protéger, pour faire la promotion de la culture. Mais on ne sait pas trop ce que ça donne, puis on ne sait pas trop si ça protège vraiment. D'ailleurs, dans la COM, il y a une clause qui dit que si le Canada fait quelque chose pour toucher des intérêts des entreprises de l'entertainment américain, eh bien, il va y avoir des mesures compensatoires. On commence à connaître le discours. Donc, il y a comme une épée de Damoclès. Donc, il y a une résistance des entreprises étrangères, américaines, mais en même temps, il y a une résistance aussi au niveau du gouvernement américain. Ça, c'est quand même quelque chose d'intéressant parce que j'ai parlé beaucoup et critiqué beaucoup les États-Unis, mais en Californie, je pense que c'est hier ou avant-hier, ils ont adopté une loi qui va réguler l'intelligence artificielle. Donc, je pense qu'il peut y avoir même si Trump avait dit qu'il ne voulait pas qu'aucun État le fasse, il y a la Californie qui l'a fait. Donc, je pense que ça, pour rebondir sur peut-être des considérations plus générales, je pense que le numérique, en Amérique du Nord, va se trouver de plus en plus régulé. Je pense qu'il va falloir à un moment donné qu'on travaille avec les entreprises, ça va être ma conclusion, avec les entreprises étrangères, les géants du numérique, et avec tous les acteurs de la société civile, etc., avec les États, pour trouver des moyens pour réguler l'intelligence artificielle, non seulement pour la découvrabilité, mais pour l'ensemble des enjeux qui sont posés. Je m'excuse, j'ai plus de temps, donc je vais aller tout de suite à ma conclusion. Donc, la souveraineté culturelle numérique est essentielle à l'autonomie et à la résilience, mais ceci doit s'adapter à de nouvelles économies mondiales très perturbées par les rivalités géoéconomiques et géopolitiques. Même si les États réagissent, ce n'est pas nécessairement pour le bien commun. Donc ça, l'équilibre entre l'ouverture et la protection, c'est fondamental, mais c'est fragile.
La protection doit être encadrée par des règles de droit international. Et ça, présentement, ce n'est pas facile à opérer parce qu'à cause du contexte, donc, je dirais, la fin du multilatéralisme et la dérive des institutions internationales et des principes de droit international que personne ne respecte. L'avenir, ce serait quoi? Bien, la collaboration, comme je l'ai dit tout à l'heure, l'innovation, la gouvernance stratégique, mais très difficile actuellement. Les questions qu'on peut se poser, c'est peut-on éviter le piège de la démondialisation et des conflits en affirmant une souveraineté culturelle numérique ou une souveraineté numérique, parce que tous les États vont le faire, pour toutes sortes de raisons, pas juste la découvrabilité. Et comment gérer les biens communs, Internet, données à l'ère des géants du numérique et, encore une fois, des rivalités. Il n'y a pas de modèle, comme je l'ai dit, on s'en va dans toutes sortes de trajectoires différentes. Donc, finalement, mon exemple, ma petite étude de cas, c'est qu'on fait beaucoup de choses au Québec et au Canada, mais il n'y a rien de certain dans le monde du futur de la réglementation du numérique et de la souveraineté numérique du Québec. Je voudrais bien vous rassurer, mais je pense qu'il y a beaucoup plus, pour moi, d'incertitudes et de questions que d'autres choses, de certitudes par rapport à l'avenir de la culture. Si Louise Baudouin était là, elle me dirait « Michel, tu es beaucoup trop pessimiste, mais je m'excuse, moi, j'ai été à l'école réaliste en économie politique internationale, donc même si je veux être optimiste en même temps, il y a quand même des problèmes qu'on ne pourra pas régler. » Alors, ça se termine ma conclusion. J'espère que je vous ai intéressé et puis j'espère que vous allez avoir des questions pour moi, même si j'étais un peu longue. Merci Michel.